suite, on va accueillir Eugénia. Merci beaucoup pour ta présentation. Et après, on écoutera les commentaires des commentateurs et commentatrices. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Eugenia González Espinosa. Je suis doctorante en études hispaniques et hispano-américaines, attachée au laboratoire Améry-Vert. Et ma présentation s'intitule « Tension et attitude par rapport à l'enseignement du guarani dans les écoles paraguayennes ». À cette occasion, je ne pourrai pas vous présenter l'aspect global de ma recherche, car je suis encore dans la phase de recherche théorique et afin de pouvoir récolter les données, j'envisage de voyager au Paraguay et pour faire la recherche sur le terrain. Tout d'abord, je vous présente ma thèse. S'intitule L'école face au bilinguisme, être institutrice en milieu rural, une approche épilinguistique de phénomènes diglossiques. À travers cette étude, je souhaite mettre en lumière les rapports entre les deux langues qui parlent les enseignants, le guarani et le castillan, on l'appelle castillan, et leur choix professionnel, la manière dont elles transmettent les connaissances liées à leur propre histoire. Et l'approche épilinguistique m'aidera à comprendre la perception subjective des enseignantes concernant les points mentionnés ci-dessus. Donc la situation linguistique au Paraguay, c'est complexe. Au Paraguay cohabitent deux langues, l'espagnol et le guarani, couramment. Mais il faut savoir aussi qu'il existe des autres langues autochtones. Cette situation est complexe et particulière. Et donc ces deux langues se mélangent au quotidien. Et donc ça peut observer les influences mutuelles entre une et l'autre langue et aussi des alternances codiques. Donc à ces phénomènes-là, on l'appelle yopara en guarani. Et j'ai pris la définition de la linguiste Elodie Blestel, qui a travaillé beaucoup sur le guarani paraguayen et l'espagnol paraguayen. Parce que c'est important aussi savoir que le guarani est toujours en lien avec l'espagnol et le castillan paraguayen. Ils sont ensemble, ça se comprend ensemble. Et selon Blestel, l'usage du mot yopara dans le contexte des langues, il s'agit d'un métaterme qui vient du morphème guarani yo, signifiant réciprocité, et para signifiant mélange. Donc cet auteur précise également que le terme a été employé dans le contexte. Ça a été employé dans le contexte linguistique avec Antonio Wash qui a travaillé sur le guarani. Et ce monsieur a signalé avec ça le mélange, parce qu'auparavant, cette expression était appliquée à toute situation des objets, des vêtements, de la nourriture, etc. Mais à partir de ces messieurs-là, la situation linguistique s'appelle yopara. Mais il y a aussi un autre terme que c'est yéhéa. Et les yopara, ça veut dire mélange hétérogène. Et les yéhéa, ça veut dire mélange homogène. Donc on utilise plutôt hétérogène parce qu'il y a beaucoup de variations aussi du guarani au Paraguay, mais aussi en Argentine, au Brésil, en Bolivie. Donc
Cela signifie qu'on trouve diverses façons de mélange de ces deux langues de manière hétérogène. Par exemple, il y a des emprunts d'une langue à l'autre, et il y a des situations où il y a des calques aussi d'une langue à l'autre. Les quelques exemples que je vais vous dire, c'est voy a ir a venir, qui c'est en espagnol paraguayen, et ça vient du guarani ajatayu, c'est un calque, et se fue de mí, c'est la même situation. Ojo, chez oui. Il y a aussi des situations où on ajoute dans des mots hina, ojo, etc. Ça, on trouve couramment. Après, il y a la situation d'acte aussi. Donc, on trouve des valeurs différentes dans les contextes socioculturels, économiques, où c'est pas. Ok. Parfait. Bon, il y a une différence entre la perception d'une langue à l'autre. L'espagnol étant une langue européenne et est une langue à des dominances et aussi d'utilisation, des grandes utilisations en Amérique latine. Donc, cette langue-là a une place de dominance et elle est privilégiée au Paraguay. Donc, l'utilisation de cette langue se trouve dans l'administratif, aussi dans l'académie, dans des situations sociales importantes, etc. Et les côtés guarani, c'est plutôt des traditions orales, donc on les trouvera plutôt dans des contextes amicaux, familiaux, privés, plutôt informels. Et donc on a quand même une situation d'ambivalence. Donc il y a un côté de se sentir fier de la culture et la langue guarani, mais d'un autre côté aussi, parfois on peut percevoir le côté honteux où c'est difficile de parler parce que la personne ne parlait pas, donc c'est une personne étrangère, c'est pas très facile de lui parler, etc. Et là, on peut dire que ces phénomènes-là s'apparentent une diglossie, quelque chose qui montre une différence d'une langue à l'autre. Dans les contextes historiques, dans la colonisation et la reducciones jesuitas, dans l'émission jésuite, l'éducation, c'était la transmission de l'évangélisation et aussi l'alphabétisation, mais à partir d'un contexte religieux. Donc, il s'est produit plusieurs écrits à cette époque-là. Il y avait beaucoup de productions en guarani. Et à la fin des missions jésuites, quand ils sont expulsés en 1767, l'espagnol a été rapidement mis en place comme une langue principale. Donc après cette situation aussi, il y avait des interdictions, des situations où on ne se parlait pas le guarani, par exemple à l'école, a été interdit ou dans des contextes sociaux. Donc la langue a été parlée plutôt dans des espaces familiales, dans des contextes privés, informels, etc. Après, il y a eu un gouvernement d'un dictateur aussi, Rodríguez de Francia, où le système politique était de isolement
à cette époque-là, le Guarani s'était affirmé. Mais il y a eu beaucoup de changements. À un moment donné, c'était le Guarani, c'était utilisé, mais à un autre moment, c'était interdit, c'était plutôt caché. Et à l'époque de la guerre de la Triple Alliance, entre 1865 et 1870, dans des journaux nationaux, il y avait beaucoup d'écriture en Guarani. Donc c'est là qu'il s'est montré aussi le côté nationaliste et l'identité paraguayenne du côté de la culture Guarani et la langue Guarani aussi. Donc à ce moment-là, c'est une façon de montrer une différence par rapport aux pays voisins où il y avait les conflits. L'autre information importante du côté historique, c'était la chute du gouvernement de Alfredo Stroessner, qui a été la dictature la plus longue d'Amérique latine. Et c'est un gouvernement d'un régime qui était... il y avait de la censure, des restrictions, la faible participation d'intérêts communs, d'espaces de débat, etc. Donc après ces gouvernements-là, il y a eu un changement de législation et aussi une transition à la démocratie. Donc après ça, il y a eu la réforme éducative en 1994. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'avait mis en place, qui a été mis en place le plan d'éducation bilingue et aussi avant, dans les années, à l'époque du gouvernement de Alfredo Stroessner, le Guarani était reconnu comme langue nationale. Mais à partir de la Constitution nationale qui a été changée en 1992, le Guarani a été langue officielle à côté de l'espagnol, a été reconnu à côté de l'espagnol. Donc il y avait un changement dans l'enseignement du Guarani. Il y avait une mise en place du Guarani dans les écoles, donc c'était enseigné dans les écoles. Et l'article 77 de la Constitution nationale, je le cite, l'enseignement dans les débuts du processus scolaire sera réalisé dans la langue officielle maternelle de l'élève. Il sera construit à la connaissance et à l'usage des deux langues officielles de la République. Dans les cas de minorités ethniques, dont la langue maternelle n'est pas le Guarani, il sera possible de choisir une des deux langues officielles. Et dans l'article 140, le Paraguay est reconnu un pays multiculturel et bilingue. Les langues officielles sont l'espagnol et le Guarani, et la loi établit les modalités d'utilisation de l'un ou de l'autre. Les langues autochtones ainsi que celles d'autres minorités fortes, partie du patrimoine culturel de la nation. Donc, le Paraguay est reconnu comme un pays bilingue, même si il y a autres langues qui sont parlées et qui sont minorisées aussi. Concernant les écoles, on trouve une différence entre les écoles urbaines et les écoles rurales, dont les besoins sont différents, parce qu'il se trouve que dans les écoles urbaines, normalement les enfants utilisent l'espagnol comme langue prioritaire ou de préférence, donc ils ont besoin d'être enseignés en espagnol. Mais
dans les milieux ruraux, c'est plutôt le guarani la langue de préférence. Donc c'est la langue qui va être, dont on aurait besoin de connaître. Concernant les attitudes en lien avec les langues, normalement, les systèmes éducatifs avec le plan d'éducation bilingue, c'est la politique linguistique de Paraguay, vise à promouvoir le respect de la langue maternelle, tout en intégrant l'apprentissage d'une deuxième langue, que c'est le castillan ou le guarani. Donc, dans le cadre de la réforme éducative, l'objet est de former des bilingues coordonnés, capables de s'approprier effectivement de sa langue maternelle et aussi de la deuxième langue. Pour ce faire, le système éducatif a mis en place deux modalités qui sont distinctes. D'une part, une classe avec des locuteurs guarani ou guaranophones. Et là, on va utiliser comme langue d'instruction le guarani. Et petit à petit, les autres langues graduellement vont être apprises. Dans l'autre classe, ça serait le côté hispanophone, la classe pour les hispanophones. Et ça serait l'enseignement en espagnol, mais petit à petit, graduellement aussi, la deuxième langue va être enseignée. Pour pouvoir faire cette modalité, pour établir ces modalités, il faut aussi connaître, identifier la langue de chaque élève. Identifier c'est quoi la langue maternelle. Donc, ce projet a été expérimental, a été mis en place de façon expérimentale, mais ça n'a pas marché. Il y avait des cours de guaranophone, il y avait des cours de hispanophone, mais ça n'a pas marché. Et apparemment, il y avait plusieurs facteurs, comme l'opposition des parents, le manque d'accompagnement d'enseignants. La formation des enseignants a été insuffisante concernant les langues. Il y avait aussi des oppositions des enseignants et des superviseurs. Dans une étude faite il y a plusieurs années, ce n'est pas une étude récente, d'un linguiste qui s'appelle Sajikova, elle montre dans son étude que bien que les gens soient en faveur de l'éducation bilingue, c'est-à-dire de l'enseignement de deux langues, lorsque l'on demande aux parents quelle langue ils préfèrent pour l'éducation de leurs enfants, l'espagnol est souvent privilégié par rapport au guarani. Donc ils choisissent plutôt le guarani, l'espagnol que le guarani pour l'enseignement de leurs enfants. Donc cette situation met en lumière les tensions entre les aspirations linguistiques et les choix pratiques que font les familles pour l'éducation de leurs enfants. Et ça va en compte aussi de la politique linguistique qui s'applique au Paraguay. Donc l'auteur explique que ce phénomène est probablement dû au fait que les parents considèrent l'espagnol comme une langue supérieure, donc la langue meilleure, et que l'école influence également cette situation. Les résultats des recherches indiquent que nous sommes confrontés à un processus de diminution de l'éducation, de la transmission du guarani. Et ça, on pourrait regarder ça de façon intergénérationnelle, parce que normalement, le guarani se transmet de façon orale, plutôt, c'est la façon de transmission actuelle, et c'est appris beaucoup moins à l'école.
Donc, cette façon de transmettre le guarani est en menace actuellement. Il faut aussi savoir que c'est le guarani qui est parlé pour plus des habitants du Paraguay, c'est le guarani paraguayen. Mais il y a des autres familles linguistiques guarani qui sont minorisées et qui font partie des langues autochtones, qui font juste 1% de population paraguayenne. Mais comme le choix c'est d'apprendre en primaire le guarani ou l'espagnol, ils ne font pas partie actuellement du plan de langue, de transmission des langues au Paraguay. Je sais qu'il y a des projets, mais ce n'est pas encore mis en place. Probablement, cette problématique-là, c'est à cause que l'apprentissage de l'espagnol est perçu comme un moyen d'accéder à l'éducation supérieure, à la possibilité de meilleures perspectives d'emploi. Donc, cela crée une dynamique où les parents ou les enfants pour privilégier l'espagnol dans un contexte scolaire aussi professionnel. C'est la même situation avec l'anglais. Donc, il y aura toujours une préférence de l'anglais que de notre langue. Alors, dans l'étude de Sajikova, elle met en lumière une tendance préoccupante, même si certaines générations continuent à parler le guarani comme la langue maternelle, son usage diminue dans divers secteurs de la vie quotidienne. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs, la domination de l'espagnol dans les sphères politiques, l'utilisation dans l'administratif et académique, et aussi le fait que l'espagnol est beaucoup plus privilégié de ce côté-là. Donc actuellement la situation se rend beaucoup plus complexe aussi, et la linguiste Blestel nous parle de la évolution des langues et de la complexité des langues. Elle parle de l'idée d'un continuum dialectal qui met en lumière la diversité linguistique et l'effet de pouvoir reconnaître les langues aussi, pas d'une façon statique et homogène, ou de le séparer et différencier, sinon de pouvoir aussi reconnaître ces mélanges qui existent au Paraguay. Parce que ces mélanges n'est pas reconnu vraiment dans le plan, dans la politique des linguistiques au Paraguay. Et ça, cette situation rend beaucoup plus difficile l'enseignement, parce qu'il y a vraiment une séparation de deux langues, un d'un côté et l'autre d'un autre côté. Et il y a ça s'éloigne beaucoup du contexte colloquial de ce qui s'utilise plutôt dans des situations quotidiennes, de guarani quotidien. Merci pour votre présentation, Rania. J'avoue que j'ai vraiment pris connaissance de ce contexte paraguayen que je ne connaissais pas d'un point de vue sociolinguistique. Donc j'ai essayé un peu de me documenter aussi pour comprendre comment les langues en présence vivent de manière plus ou moins pacifique. Maintenant, j'ai compris qu'il y a des tensions, des conflits, voire des conflits diglossiques. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez, ils sont anciens, mais si vous avez vu les travaux de Henri Boyer sur cette question-là. Et pour ma part, j'ai vraiment qu'une seule question, même si je vois que des choses reviennent, se recoupent, sur aussi la question de la variation pour le paraguayen, vous l'avez dit, c'est la variété,
La variété choisie pour l'enseignement, vous l'avez nommée. Le guarani paraguayen. Voilà, c'est ça, le guarani paraguayen. Mais d'autres variétés ou d'autres langues. S'il s'agit d'autres langues, voilà, ce sont d'autres langues qui sont exclues. Donc ce sont des situations minorées qui se ressemblent et dans lesquelles on pourrait presque retrouver à chaque fois des ressemblances parmi tous ces cas de figures de minoration. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, connaissant vraiment un peu ce contexte, je ne veux pas trop m'avancer, mais vous êtes déjà en quelle année de thèse? La première? Deuxième année de thèse. Ok. La première concerne, en fait, c'est vraiment une question de curiosité. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre par cette recherche doctorale? Quelle est votre question de recherche? Où voulez-vous aller à travers vos enquêtes? Peut-être que je l'ai pas entendu dans la présentation, mais est-ce que vous avez prévu une enquête de terrain? Et si oui, sur quoi elle portera? Comment vous allez vous y prendre au niveau méthodologique pour répondre à cette question? Voilà, ce sont plus des questions pour moi à la fois de curiosité et pour en savoir plus sur votre sujet qui s'avère à mon sens déjà passionnant dans sa suite. Et voilà, donc je m'arrête. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les vécus, et spécifiquement les vécus au niveau d'expérience des enseignantes femmes, et aussi le côté affectif qui est lié à leur de langue et ce qui ça fait qu'elles choisissent de enseigner et dans les écoles, et aussi comme les situations historiques d'elles sont en lien aussi avec la transmission, le choix, la façon de transmettre la connaissance des deux langues dans des écoles rurales plutôt. Et du côté méthodologique, j'envisage de faire des entretiens plutôt ouverts, parce que je m'intéresse à la biographie, tout le contexte historique de la personne, mais aussi de l'expérience dans les cours, avec les enfants, dans les écoles. Donc, en fait, l'idée, ce serait de travailler sur leurs attitudes, à partir des catégories des attitudes, aux présentations, attitude, perception. Perception, ok. Oui, je pensais aux travaux pionniers sur les attitudes de Colin Baker. Je ne sais pas si vous les avez lus. Ça pose parfois des problèmes de pouvoir enquêter sur les attitudes. Qui, à mon sens, n'est pas exactement la même chose qu'une représentation. Même si on a eu la tendance à aller d'attitude vers représentation, mais comment faire une recherche sur une attitude? Donc peut-être aussi voir les obstacles éventuels que une recherche sur les attitudes peut comporter, et voir ce qu'il dit la littérature sur ces points. Pourquoi des femmes? Vous l'avez dit peut-être, mais pourquoi des enseignantes femmes? Parce que toutes les enseignantes sont des femmes normalement sont des femmes par du temps. La plupart des temps sont des femmes. Il y avait historiquement aussi un côté que c'était les femmes qui étaient enseignantes, parce que c'était comme la deuxième mère dans les écoles. Il y avait aussi cet imaginaire de la femme enseignante, mais aussi deuxième mère. Merci. Je vais faire seulement deux suggestions. Toujours quand on écrit sur Angola, sur Paraguay, sur Colombie, toujours on essaie de poser
proposer beaucoup d'informations historiques, nous sommes ici, nous sommes en bas, dans les plans, etc. Et je vais suggérer que vous choisissez seulement les points très importants pour la thèse, parce que ça c'est une politique que nous devons adopter. Mes étudiants qui viennent d'Angola, de Moçambique, de Guinée-Bissau, je les interdis de faire toute une histoire, parce que quand vous écrivez votre thèse ici en France, il n'est pas nécessaire faire toute une description. C'est comme si nous, tout le temps, devions écrire « Excuse-moi, parce que je vais raconter, je viens d'un pays très exotique, il faut informer, tout autre fois. » Il faut choisir seulement les points importants pour votre thèse. Et l'autre suggestion serait faire des contrapositions à ces positions que vous va sûrement écouter des profs et écouter aussi, et valider aussi dans les documents officiels qui est il faut apprendre l'espagnol parce que nous avons besoin d'emploi, il faut apprendre l'anglais parce que nous avons besoin de faire quelque chose dans la vie. Alors, il faut, dans les analyses, faire contraposition parce que notre travail académique doit aussi apporter des informations de que les choses ne passent exactement comme ça. Une fois j'étais en Angola, dans une ville trop petite, mais qui nous avons coordonné une maîtrise, et un professeur d'anglais qui fait son maîtrise, il a répété tous ces discours de qu'il faut apprendre l'anglais pour avoir un emploi, pour être quelqu'un dans la vie. Et je lui demandais, il faut mettre dans votre maîtrise exactement combien de places, combien d'emplois existent et qui exigent que la personne parle anglais. Presque rien. Il y avait 3 ou 4 profs d'anglais et c'est tout. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de rien. Mais il m'a dit, les personnes peuvent sortir d'ici pour avoir un emploi dehors. Et je dis à notre part, il faut mettre une formation concrète sur cela. Pour vous, c'est très intéressant de faire cette contraposition. Vous avez bien compris mon très joli français? Oui. Merci. C'est seulement ça. Agora vamos ver se a Eugênia compreende mon très joli português. Eugênia, eu gosto bastante do seu projeto de tese, mas eu tenho alguma dificuldade de colocar juntas as partes. Eu tive dificuldade ao ver o PowerPoint e tinha a esperança de que ao ouvir você falar ficasse mais claro, mas tivemos alguma dificuldade porque o seu microfone estava longe, né, antes do Valdir juntar, talvez por isso não tenha ficado tão claro, ou talvez porque o raciocínio ainda não esteja tão claro, o que é normal quando a gente começa a montar um trabalho. Então, né, vou tentar falar aqui um pouquinho, você me ajuda, a gente pensa alto conjuntamente. Quando eu leio o título eu entendo. Tensões e conflitos, ok, beleza. Você fez a lista das tensões, fez a lista dos conflitos, a parte da situação linguística e do contexto histórico você explicou pra gente, eu entendi. Só que eu volto para o primeiro slide. Aquele primeiro slide que tinha o projeto de tese, que você foi botando assim aqueles boxes azuis, e que no projeto de tese, então, eu queria entender o que tinha tudo isso a ver com o contexto linguístico, com a situação e tal, e mais ou menos o Valdir falou isso para você, que também para ele não ficou muito claro. Como é que você tinha privilegiado 3 coisas que eu fiquei aqui pensando, ué,
uma coisa que você disse que era uma abordagem epilinguística, eu não entendi o que o epilinguismo tinha a ver com isso, não entendi, ou o conceito de epilinguismo que está em jogo não deu para mim, ou por que ser professora estava em jogo nesse contexto todo, e isso depois eu vou falar um pouquinho. E também o terceiro, porque o privilégio do meio rural. O meio rural eu posso até imaginar, que eu mesma falei do meio rural de Angola, então eu posso fazer as minhas extrapolações, mas sou eu que estou imaginando, não ficou muito claro no desenho da sua pesquisa. Mas para mim, o principal que precisava ficar um pouco mais dito no desenho da sua pesquisa é que concepção de sujeito professor que está aí. Porque eu posso entender sujeito professor de 3 jeitos. Ou eu posso entender professor como um sujeito psicológico, então ele é onisciente e agente. Ele faz escolhas do seu bem entender. Eu escolho essa língua porque eu quero, eu sou consciente, eu sou agente, eu começo em mim, não tenho passado, não tenho antepassados, mas daí eu penso, então por que você fez todo esse contexto histórico? Ou ele é um sujeito do discurso. Se ele é um sujeito do discurso, ele é assujeitado ao seu contexto. Então, ele tem tensões que mandam nele, tensões históricas, tensões discursivas, conflitos que mandam nele. E ao ele fazer escolhas, essas escolhas são mais ou menos escolhas porque ele é assujeitado. Mas daí eu precisava ter entendido as relações. Como é que se relaciona o contexto que você está mostrando para a gente com as escolhas que os professores fazem ou não? Porque você estaria entendendo a professora do meio rural como um sujeito do discurso e, portanto, assujeitado. Ou eu posso ainda fazer uma terceira opção, que é um sujeito mais ou menos assujeitado, que é um sujeito do discurso, assujeitado ao seu contexto histórico, que de vez em quando tem uns momentos de lucidez e faz algumas escolhas, porque ele fez uma análise do contexto, porque ele se envolveu politicamente, porque ele está numa associação, por exemplo, no coletivo Reclamo, e fez, né, alguma opção aqui mais pontualmente importante, mas é pontual, é no seu coletivo, que você não vai encontrar toda hora. Mas ainda assim também eu precisaria do tramado ali de como é que uma coisa se relaciona com a outra por meio do trabalho epilinguístico. Talvez, mas esse conceito ficou ali solto. Então, entende que eu estou tentando te perguntar como é que você casaria no desenvolvimento aí, no futuro da sua tese, estas dimensões. El contexto epilingüístico dentro de las dimensiones que me mencionó. Não sei se é por aí que o epilinguístico vai entrar, então pode ser que sim, pode ser que não, mas que conceito de sujeito você vai escolher? Claro, porque lo que yo fui entendiendo es que a través de la epilingüística yo voy a obtener información de esa persona individual, de los valores, de aquellos aspectos estereotipados o situaciones que son rechazadas de la lengua o que son bienvenidas o que son utilizadas. Es como que a partir de esa metodología yo voy a poder obtener esa información más específica para una persona en particular, a diferencia de una masa de personas. Y el contexto histórico
desde lo que yo pude ir leyendo y entendiendo, es muy importante porque Paraguay vivió muchos años de aislamiento, entonces eso supuso muchos cambios históricos en varios contextos y sobre todo en los educativos, porque hubo momentos en donde el guaraní era muy utilizado porque como que se liberó y no había esta imposición de castellanizar, pero hubo otros momentos donde sí había una fuerte castellanización y que pareciera ser que actualmente sigue muy vigente, a pesar de que es como que la gente sigue usando el guaraní, pero no es en medios académicos, es fuera de lo académico, o sea, en otros espacios. Entonces, y en lo rural se ve mucho, se observa más. La dificultad que yo tengo actualmente es que todas las investigaciones realizadas datan de hace 10 años o más de 10 años, entonces yo no sé, como los cambios avanzan mucho, yo no sé cómo es en este momento la realidad lingüística de Paraguay en las escuelas. Tienes que ir. Tengo que ir. Entonces ahí como que, sí, tengo muchas dudas, tengo información muy antigua, y sí, hay cosas, estoy un poco perdida en ese sentido. Sí. Mas sai muy lindo. Sobre todo en su escritura tendrá que dejar muy claro la concepción de bilingüismo, por qué esta noción y no otra, y estos puntos de historia que van a impactar la reflexión que hacen las maestras será fundamental, pero mejor que usted no deje su lector suelto para leer como quiera, usted tiene que ir precisando. Creo también que tienes que je vais passer au français. Choisir. Elegir. Profesoras que tienes años diferentes, porque se han vivido antes las fases que has descrito de castellanización u otra, creo que tienen opiniones diferentes de la lengua. Claro. O sea, de épocas diferentes. De épocas, sí, profesoras de épocas diferentes, creo. Podría, sí. Tendría que ser interesante. Sí, ese punto es interesante, sí. Que ya lo había pensado también. Pero, muchísimas gracias. Merci beaucoup pour cette session.